Je m'appelle Joanne Hatchett et je viens de PSC Partners. C'est un si grand plaisir de pouvoir vous souhaiter la bienvenue et de débuter la journée pédiatrique dédiée à la cholangite sclérosante primitive. Au nom de PSC Partners et de la fondatrice et PDG de PSC Partners, Ricky Safer, je vous souhaite la bienvenue. Ricky Safer n'a pas pu se joindre à nous car elle participe à la réunion de l'Association européenne pour les maladies du foie. C'est merveilleux d'être avec vous, groupe de jeunes et leurs parents, experts pédiatriques dévoués. Merci d'être ici avec nous et merci aux participants qui se joignent à nous virtuellement. Nous espérons que ceux qui se joignent à nous de loin nous demanderont leurs questions et participeront avec nous. Comme vous devez le savoir, PSC Partners et PSC Partners Canada sont deux organisations qui travaillent ensemble de très près. Je remercie Mary Vies, présidente de PSC Partners Canada et mère d'un enfant affligé par la CSP. Et merci à Jessica Travis, planificatrice de cet événement qui a récemment reçu une greffe de foie. Merci à toutes deux d'avoir organisé ce merveilleux événement. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans votre communauté, une communauté qui représente une seconde famille pour un grand nombre de personnes affligées par la CSP. Pour plusieurs gens, on devient leur deuxième famille. Lorsque j'ai voyagé à ma première rencontre de PSP Partners en 2006, la deuxième conférence annuelle, je suis arrivé anxieuse après quelques semaines que mon jeune de 15 ans était diagnostiqué avec le CSP. J'avais l'impression de rencontrer ma deuxième famille. J'espère que chacun d'entre vous allez apprécier rencontrer des gens aujourd'hui que vous avez peut-être déjà rencontrés auparavant à une conférence via un webinaire en virtuel ou en personne. Pour les nouveaux et nouvelles venus, tout le monde dans cette salle, parents, adolescents, chercheurs et cliniciens, nous vous accueillons et nous sommes très heureux de vous voir. J'espère que vous apprécierez chaque instant que vous partagerez avec d'autres personnes qui comprennent et qui sachent, et on se rappellera toujours de ce sentiment d'avoir été un nouveau ou une nouvelle. On vous souhaite la bienvenue. On espère que vous aurez participé aujourd'hui à la fois à la conférence en les groupes de pairs. Très important, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Merci à nos chercheurs et partenaires qui étaient présents. J'inclus les personnes qui sont avec nous. Merci pour vous joindre à nous un samedi matin. L'importance de la recherche en SPC pédiatrique et en MICI et le soutien aux familles est vital. J'ai bien hâte d'en apprendre davantage sur de nouvelles recherches, des projets et de discuter de l'importance de l'appui à la santé mentale et pour que vous puissiez rencontrer les experts qui pensent et qui se concentrent sur le CEP tous les jours. Du moins, je crois que la plupart des médecins le font presque tous les jours. Et on vous donnera une journée de vacances. Pour ceux et celles qui sont nouveaux, n'hésitez pas à poser des questions. Appréciez votre présence accompagnée d'autres qui se rappellent que ce que c'est que d'être des nouveaux. Et sachez que nous vous soutenons et que nous nous occupons de vous et de votre famille. Si vous n'avez pas encore entendu, au 27e anniversaire, à la PSC, nous aurons 2 journées et demie de journées d'apprentissage et de soutien que vous ne devrez pas manquer à Phoenix, en Arizona. N'hésitez pas à vérifier le site web de PSC Partners ou demandez-le moi. Je vais vous montrer où trouver plus d'informations. Et je vous remercie. Et puis, j'espère que tout le monde appréciera la journée. Mary, merci beaucoup, Joanne. Et je veux simplement dire que Joanne fait partie du personnel de ici à PSC Partner, qui a le plus grand cœur. Vous l'avez peut-être déjà compris. En tout cas, merci, Joanne, pour ces paroles.
Et si quelqu'un a besoin de quelque chose, Joanne est une personne extraordinaire de laquelle vous tournez. Depuis des années, elle s'est occupée des patients comme infirmière praticienne et se démontre tout l'amour qu'elle donne à la communauté des partenaires PSC. Ça prend un village. J'aimerais mentionner rapidement toutes les personnes de cette salle. Ça prend beaucoup de choses pour que ce genre d'événement se produise. Nous avons aujourd'hui avec nous deux des membres du CA en personne, Yves Chetrajewska et Sandy Van Ostren. Et nous avons également un des membres qui se joint à nous en ligne, Rachel Gomel. Nous avons des gens du personnel, Jessica Travis, la planificatrice de l'événement, Joanne Hatchett, liaison des sciences médicales, qui est venue de la Californie pour nous aider. Et nous avons toute une équipe de bénévoles. Mais il y a un groupe de gens qui sont soit des parents, qui ont un cas de SCP pédiatrique ou qui sont de jeunes adultes. Il y a de jeunes adultes qui étaient des patients pédiatriques SPC qui se portent comme bénévoles. Puis on a des gens ici qui vivent avec le SCP des adultes qui sont heureux d'être ici pour vous. Présentez-vous à certains des bénévoles, s'il vous plaît. Et comme je l'ai mentionné, nous avons également des fellows qui se joignent à nous. Mettons quelques points d'intendance avant de démarrer. Vous devriez tous avoir un exemplaire de l'ordre du jour dans votre trousse. Si vous n'avez pas pris une trousse, allez le faire au bureau des inscriptions. Et un commentaire pour les conférenciers et aussi pour les participants et participantes. Pendant la période de questions et réponses, nous diffusons cette réunion. Il y a des gens qui participent sur un webinaire Zoom. Il est important de parler dans le micro. Et pour les questions, il y aura des gens qui vont circuler dans la salle avec des micros. Alors, posez vos questions dans un micro pour que les gens en ligne puissent vous entendre. Nous avons également de l'interprétation ASL et des interprètes francophones. Alors, conférenciers, assurez-vous de prendre quelques pauses de votre allocution pour les interprètes. Et maintenant, j'aimerais vous inviter, tout particulièrement ceux et celles pour qui c'est le premier événement avec des patients, prenez soin de vous. Mon expérience en tant que parent avec un jeune adulte qui vit avec le CP, c'est que ces événements sont très, très importants. Ils offrent beaucoup de soutien et parfois ils sont amusants, même si on ne s'y attend pas, mais ça peut devenir parfois émotionnel. Alors, des émotions, je les ressentais lors du discours d'ouverture de Joanne. Alors, vous êtes tous invités à vous occuper de vous-même et n'hésitez pas. euh, il y a plusieurs des gens de notre personnel et de bénévoles qui sont euh, eux-mêmes touchés par la SCP, alors n'hésitez pas à leur parler. Maintenant, nous avons des photos, Norman, notre photographe, est à l'arrière. Il en prendra des photos de l'événement. Nous avons soigneusement noté les personnes qui ont décliné de faire partie de la photo. Ne vous inquiétez pas si votre photo est prise, on va s'assurer que ça ne sera pas diffusé. Mais si prenons une photo de groupe, s'il vous plaît, inversez votre carte d'identité parce que votre confidentialité est très importante pour nous. Alors, tout ce qu'on fait en public, on enlève la cocarde ou la revire. Merci pour votre collaboration avec les masques et les mesures de sécurité d'hygiène. C'est une mesure pour les familles qui ont des personnes immunocompromises. Vous trouverez également des sanitiseurs à main, à l'avant, et des masques aussi si vous n'en avez pas, ou si vous en manquez un. Les salles de toilettes sont en bas. Il y a un ascenseur si vous en avez besoin pour vous y rendre. Lorsqu'on aura groupes, des petits groupes qui est une salle en haut où il y aura le groupe des ados. Autrement, tout se passerait sur l'étage ici. Et puis, il y a la boutique. N'oubliez pas d'aller à la boutique et de visiter Albert, que vous rencontrerez dans cette séance. Et il parlera de son expérience de réalité virtuelle dans la chambre à côté lorsque vous sortez. Un autre appel, ça c'est Jess. Bonjour. Un rappel pour les conférenciers. Si vous regardez à l'arrière, il y aura quelqu'un qui va agiter la main à 5 minutes avant la fin de votre présentation. Et on utilise Slido aujourd'hui. Alors, ceux qui sont dans la salle, vous pouvez lever votre main, vous apportera un micro pour que vous posiez votre question. Si vous êtes plus à l'aise de poser votre question dans Slido, tapez-la dans Slido, allez sur Slido en saisissant ce code QR. Vous voulez PACP comme code.
et vos questions apparaîtront sur l'écran. Et pour nos participants et participantes en ligne, utilisez Slido pour soumettre vos questions. Et maintenant, avant de commencer, j'aimerais prendre un moment pour reconnaître que nous habitons, travaillons et apprenons sur les territoires traditionnels de plusieurs nations, y compris la Mississauga du Credit, les Anishinaabe, les Chippewas, les Haudenosaunee et les Wendat. C'est maintenant également le foyer de plusieurs autres nations et métiers. PSP Canada est basé à Toronto, qui est traité par des traités signés avec plusieurs bandes autochtones. Nous offrons cette reconnaissance territoriale comme acte de réconciliation avec les peuples autochtones du Canada. D'accord. Alors, Joanne, à vous. Alors maintenant, j'ai le plaisir de présenter le Dr. Gideon Hirschfield, qui détient la chaire inaugurale de Terry Hortner à l'Université de Toronto. Il est le directeur du programme sur les maladies auto-immunes de foie et le directeur de la clinique pratique au Centre de Toronto des maladies du foie et la Francis Family Liver Clinic. Il se spécialise dans la colite biliaire, la sclérose biliaire, l'hépatite auto-immune et la transplantation, et les greffes, pardon. Dr. Hirschfield, alors bonjour, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici un samedi matin. Vous demandez peut-être pourquoi un médecin adulte euh, lance cette excellente journée pour vous. Et mon travail, ce ne sera pas aussi sophistiqué que la réalité virtuelle, sera de vous présenter certains des éléments de cette maladie avec laquelle plusieurs d'entre vous vivez en tant que patient ou en tant que parent ou en tant que sœur, frère, ami. Je travaille dans le domaine de maladies du foie auto-immune depuis 20 ans maintenant. Et puis du côté adulte, au Toronto General Hospital, nous avons un gros programme sur le foie. Nous travaillons étroitement avec nos collègues à Sick Kids. Et on s'assure que les patients qui veulent être diplômés de ce qui peut se passer au General, si on veut. C'est pourquoi c'est moi qui commence. Et ils avaient un programme qui est vraiment axé sur cette maladie du foie rare. La CP est un des plus évidents. On regarde des patients à travers tout l'Ontario et parfois à l'extérieur de la province et on les étudie, on s'occupe d'eux. On les aide à vivre avec leur maladie, on les aide à recevoir ce qu'on espère être les meilleurs soins, d'avoir accès aux meilleurs essais cliniques et aussi de pouvoir contribuer en coopérant avec des œuvres caricatives, de la recherche. Parce que ce qu'on veut réellement, c'est d'aller au-delà de l'ABC et pouvoir vraiment comprendre cette maladie. Alors, vous verrez beaucoup de photos aujourd'hui. On commencera avec l'aspect le plus simple de la SCP. Là, vous avez déjà votre feuille de route pour le reste de la journée pour comprendre ce que cela veut dire que d'avoir de l'information qui vous permet de cerner et de potentiellement avoir plus d'informations sur le foie. Euh, pour les, le foie est à gauche, à la droite, et puis pour les pathologues, eh bien, nous croyons que le foie est notre organe préféré. Si on veut être sophistiqué dans nos diagnostics, il faut comprendre comment le foie fonctionne. Le foie repose là toute la journée. Il fait des choses et excrète des choses. Il est fait pour tout ce qui le nourrit, du sang, par le sang, par vos intestins, tout ce que vous avez été exposé, que vous avez mangé, et tout médicament que vous avez pris, toute toxine que vous avez absorbé en respirant, par exemple, tout cela sera métabolisé dans le foie. Et le foie, c'est un organe tout à fait extraordinaire qui, en santé, pardonne tout, presque. C'est pourquoi, lorsqu'on regarde une greffe,
vous pouvez prendre le foie d'une personne de 80 ans et le donner à il a de 18 ans. Et si cet 18 ans est en santé, le foie va fonctionner. Dans les circonstances normales, et en fait, dans toutes les circonstances, le foie euh, est très tolérant. Le foie a des cellules et des intestins. Les deux fonctionnent ensemble. Et l'intestin qui apparaît le mieux, c'est celui en orange. Et voici à quoi ça ressemble. Puis il y a une série de tubes qui essentiellement drainent la bile fabriquée par les cellules biliaires du foie pour qu'elle puisse aller dans vos intestins. Parce que la bile est très importante pour la digestion et aussi comme produit chimique qui signale de l'information, qui empêche la cicatrisation, qui combat les bactéries. Et lorsque vos intestins fonctionnent, que ça fonctionne, vous faites à peu près 600 000 de bile par année, ça va dans vos intestins. Dans cette maladie attaque ces conduites de bile. Et l'information qui vient de votre système attaque ces conduites de bile. Si vous regardez en bas à la gauche, c'est pas ça à quoi ressemble le MRI. Et ensuite, vous avez des graphiques informatiques. C'est la même chose, ce sont des images transformées. Mais essentiellement, ces conduits de bile sont inflammés et donc la bile ne circule pas aussi bien et c'est la source de l'inflammation. On ne connaît pas la cause. On ne sait pas pourquoi les gens peuvent vivre avec des décennies, des décennies, des décennies. Et tout à coup, à certains moments, ils ont besoin d'un peu d'aide de votre ami les pathologues pour que ça puisse passer bien. Si vous devez mettre un télescope dans un conduit biliaire, eh bien, on le fait. On ne le fait pas souvent. On a un collègue qui le fait à Saint-Mike's. C'est un vrai ami des patients SCP. Et puis, il aide beaucoup de nos patients dans cette ville et dans la province lorsqu'on regarde dans le conduit. Et si vous regardez dans le conduit, vous avez une caméra. Bon, la lumière est un peu brillante, mais concentrez-vous sur C. Ça, c'est le canal biliaire inflammé à cause du SCP. Alors, vous pouvez voir pourquoi certains, pas tous, avec le patient qui CSP ont des douleurs. Leur conduite est inflammée et c'est un peu comme avoir une verrue sur votre peau. Vous avez plusieurs conduits biliaires, tout le monde a un conduit biliaire qui est inflammé tout le temps, mais c'est comme ça que ça peut devenir. Alors, ça fait mal, bien sûr, et au fur et à mesure que ça se rétrécit, puis ça peut poser de problèmes lorsque la bile ne s'écoule pas facilement. Si vous regardez la photo à la droite, vous verrez à quoi ça ressemble, parce que vous regardez sur le microscope. Au centre, vous avez un canal ou un conduit, et autour, des tissus cicatrisés. Et les tissus cicatrisés, c'est ce qu'on a lorsqu'une inflammation à long terme. Bon, si vous avez des maladies pendant des décennies, des décennies, des décennies, l'inflammation continue à un faible niveau, mais éventuellement, il y aura des cicatrices autour du conduit. Alors, on a cette information ici où c'est vraiment irrité, puis à l'extérieur, on a des cicatrices. Et ça, c'est un problème qu'on doit résoudre ensemble. Moi, c'est moi qui joue avec l'ordinateur au travail. Notre but d'être le plus gros programme en Amérique, en fait, nous le sommes pour le CSP, puis on se développe encore davantage. On n'a jamais réussi de parler à quelqu'un qui avait le CSP. J'ai des collègues, j'ai quelques fellows, j'ai des doctorants et des correcteurs de recherche. On s'occupe de plus de 600 personnes avec le CSP et le nombre continue à augmenter. J'ai divisé par groupe d'âge pour voir à quoi ça ressemble pour les patients qui viennent dans notre clinique. Et puis, pour vous donner une idée, il y a une différence entre le nombre de garçons qui ont cette maladie et les filles. C'est une maladie qui est plus répandue chez les hommes. Ceci change, en fait, au fur et à mesure qu'on vieillit à 50, 60 ans, ça s'égalise. Mais lorsque vous êtes plus jeune, 7 patients sur 10 sont des garçons et 3 sur 10 des filles. On parle ici des jeunes patients de moins de 25 ans. La moitié de nos patients prennent de l'Océdal, donc la moitié n'en prennent pas. Ce qui veut dire que la moitié d'entre nous croyons que ça marche, l'autre moitié non.
Bon, c'est un coup de dé en quelque sorte. 1 sur 5 de nos patients ont des cicatrices sur leur foie à cause de l'inflammation qu'ils ont eue. 1 sur 10, jusqu'à de 1 à 10 à 20, ont également une hépatite auto-immune. Ça, c'était un autre sujet de discussion, mais c'est une inflammation qui ressemble à une deuxième maladie auto-immune. Et puis si on regarde, c'est plus répandu chez les jeunes que les plus vieux. À l'âge de 56, 57, c'est ne pas hier, on n'a pas le droit de dire ça. Mais lorsque vous devenez plus vieux, il y a des chances que l'hépatite auto-immune baisse. Parce que cette maladie se présente chez les enfants. Elle commence avec beaucoup d'activité, c'est très inflammé. Ça ressemble beaucoup à une hépatite auto-immune. Avec le temps, la maladie est toujours la maladie. Ça, c'est du codage non biaisé. Je n'aime pas biaiser l'ulcère. Mais il y a un gradient d'âge qui est très important ici d'analyser. Les 2 tiers d'entre vous ont une inflammation dans votre côlon. C'est la même maladie. L'inflammation dans votre côlon, inflammation dans vos canaux, dans vos conduits biliaires, même chose. Et puis, quand plusieurs années de séquelles, vous allez prendre des médicaments extrêmement utiles au fur et à mesure qu'on gère mieux la colite. Ils vont vous donner des soins à la toute fine pointe avec la toute nouvelle médecine si vous en avez besoin. Et 1 sur 10 de nos patients a moins de 25 ans. Alors, si on prend toute notre clinique, vous êtes le groupe le plus jeune de nos patients. Alors maintenant, regardons un peu l'ABC. C'est un infographique que nous avons euh, lancé il y a quelques années. Ce sont les 3 C du SCP, ECSP. Ça vous permettra peut-être de comprendre la lecture, la littérature là-dessus. C'est très difficile pour les gens de ne pas chercher sur Google. C'est particulièrement difficile pour les mères lorsqu'on ne peut pas dormir et on peut passer beaucoup d'heures entre minuit et 4 heures du matin sur votre téléphone mobile à chercher Google. Vous allez trouver des endroits extraordinaires. Maintenant, est-ce que tous ces endroits sont réels, disent la vérité? Ça peut être discuté. Une bonne partie de cette information est très bonne. Et si vous commencez, par exemple, par PSC Partners, ben, vous pouvez apprendre des choses. Mais voici le concept de CC. Le dernier C, c'est en anglais, c'est cure, guérison. Voici la Malaisie du foie et de l'intestin, de la bile. Vous avez conduit biliaire et vous avez votre côlon. Puis ils se parlent. Ils se parlent. Dans un va-et-vient. C'est une maladie essentiellement. C'est la même maladie. C'est simplement que votre intestin est plus large et que vos conduits biliaires sont petits. La conséquence, c'est que de l'inflammation des conduits biliaires plus importantes. C'est plus facile pour nous de regarder dans votre intestin que dans vos conduits biliaires. Mais c'est la même maladie, une inflammation. Ce n'est pas tout le monde qui va savoir que vous avez le CSP. Ça peut être caché. Certains des symptômes ne peuvent être détectés que si quelqu'un vous le demande. Vous êtes fatigué, ça gratte, ça pique partout, vous avez des inconforts abdominales que personne ne comprend, vos tests sanguins sont un peu bizarres, vous ne pouvez pas les décrire à un ami ou à la famille parce qu'ils ne comprendront pas même où se trouve le foie. Alors, pendant longtemps, vivre cette maladie, c'est un peu un secret. C'est caché. C'est une inflammation de l'intestin, c'est pourquoi on l'appelle une cholangite. Elle conduit à une altération, une inflation. Alors, la bile traîne dans le foie, la bile est un détergent. Si vous continuez à laisser du détergent sur la bile, c'est un détergent. Donc, si vous avez trop de détergent dans votre foie, vous aurez des cicatrisations. Bon, vous n'avez pas rien fait, mais la façon dont ce sont vos gènes et ce qui contient votre intestin qui vont se combiner pour créer des choses semblables. Dans le cas le CSP, ils font un party, puis le party est très, très bruyant, et puis très long, et puis il y a une irritation, puis une inflammation. Il y a la colite, l'inflammation du côlon. C'est essentiellement la même chose. C'est simplement une autre partie de votre corps qui a une inflammation, et c'est pourquoi vous avez souvent un hépatologue et un intestinologue qui travaillent ensemble pour gérer votre colite et votre cholangite. C'est toute une même chose. Qu'est-ce qu'on ne veut pas? On ne veut pas une cirrhose. La cirrhose, c'est lorsque vous avez des tissus cicatrisés. Et ça, c'est lorsque le foie ne fonctionne pas assez bien. C'est là qu'on pense à une thérapie de remplacement. Ce à quoi on excelle par passant.
Et les nouveaux foies sont tout à fait phénoménales. Ils fonctionnent très bien. Pour les mères et pères dans cette salle, ils vont se concentrer sur le docteur Google et le mot cancer. C'est ce que les adultes font. C'est ça qui les frappe. Mais la vaste majorité des gens qui ont le CSP n'auront jamais le cancer parce que c'est très rare, mais aussi parce qu'on passe beaucoup de temps à intervenir longtemps avec se rendre à cette étape. Mais c'est une réalité d'avoir une inflammation pendant des décennies et des décennies. C'est ce que le corps sait parfois. Et finalement, les remèdes, c'est ce qui nous intéresse, c'est pourquoi on veut que le patient soit des partenaires, que vous participiez à la recherche, qu'on veut toujours prendre des échantillons de votre sein, de votre sang, pardon, de vos selles, on va regarder votre foie, après et on va vous parler de tous les effets qu'on sait. Alors ça, c'est le CSP est un haut niveau. C'est un long voyage pour vous. C'est un voyage où il y a des hauts et des bas, et à différentes étapes de votre carrière avec cette maladie, que vous soyez un patient ou un parent, il y aura des hauts et des bas. Mais si vous travaillez ensemble, alors le voyage n'est pas besoin d'être purement négatif. On croit que vous pouvez plaider pour vous-même lorsque vous avez le CSP que vous devez vivre avec. Alors, vous devez demander un diagnostic clair de votre médecin, d'avoir des choix de traitement, là où on sait des choses sur ces traitements et on ne le sait pas. Il faut gérer ces symptômes parce qu'ils sont importants. Pensez aux choses auxquelles vous ne pouvez pas penser, mais et comment les prévenir. Et on a fait beaucoup de progrès dans les cas des maladies du foie. On les a pas guéris, on les contrôle, on les gère. On croit que c'est la même chose pour le CSP et on croit que c'est possible de faire cela. Si on risque notre drapeau, puis on dit qu'il y a des centres spécialisés dans le CSP, il y a des gens qui veulent s'en occuper, et collectivement, lorsque vous viendrez à une clinique, vous contribuez pour vous-même et pour la communauté. Et c'est pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Et j'ai peut-être parlé un peu plus longtemps que prévu, Jess, mais bon, tu gagnes un prix. Non, tu n'as pas été parlé trop longtemps, si tu étais formidable. Merci beaucoup. Albert sera le suivant. Et j'aimerais présenter Albert Fong, qui est un diplômé de l'Université de Toronto avec une maîtrise en communication biomédicale en 2010. Il est présentement le chef d'équipe du projet de chirurgie, de laboratoire de chirurgie dirigé par le Dr. Bigorry à Toronto Children's Hospital. Ce projet vise à livrer de l'éducation en chirurgie mondialement et puis y compris haute définition, l'animation en 3D et tout récemment la réalité augmentée et virtuelle. Albert a participé à mettre au point un module de réalité virtuelle pour être utilisé en éducation, en chirurgie et planification de chirurgie. Et il y a des modules que vous pourrez visionner dans, dans un lien sur la page des CV de nos conférenciers. Albert, est-ce que vous me voyez? Tout le monde? Oui? Et vous m'entendez aussi? Bon, parfait. Merci beaucoup d'avoir été si patient et merci de participer à cette façon expérimentale de faire ma présentation. Je m'appelle Albert. Normalement, je ressemble pas à ça. Je ressemble plutôt à ce que vous voyez à l'écran. Moi, je travaille avec une équipe de chirurgiens, Ian McGill, Dr. Sonia McPartland, les deux sont ici aujourd'hui. Nous travaillons tous ensemble à l'hôpital général de Toronto. Un de nos projets les plus importants, c'est le Toronto Video Atlas of Surgery. C'est un atlas ou une sorte de bibliothèque technique de procédures chirurgiques sur le pancréas, sur le foie, les voies biliaires, mais aussi les greffes. Et on essaie d'incorporer beaucoup d'animations par ordinateur dans la préparation de nos vidéos de formation pour les chirurgies. Et ces modèles se sont avérés aussi importants pour l'éducation des patients, mais de plus, en utilisant ces mêmes actifs-là, on peut s'en servir en réalité virtuelle, par exemple. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui.
Et voici à quoi ça ressemble. Essentiellement, nous avons un modèle tridimensionnel du foie. Ah, le voilà. Bon, ça y est. OK. Et c'est logique de pouvoir le manipuler comme ça, l'examiner en 3 dimensions, parce que c'est un organe tridimensionnel dans votre corps. Et c'est utile de, bon, si on veut examiner l'anatomie des voies biliaires et puis du foie dans ce programme, je vais parler de l'anatomie, les parties qui composent le foie, qui est un organe, comme disait le docteur Hirschfield, qui est tout formidable, tout simplement formidable. Alors voilà. J'espère que vous pouvez voir ça. Voilà mes mains. Bon, c'est juste mes mains. Je sais pas trop là où est passé le reste. Dans le monde technologique, on a ce qu'on appelle la loi de Murphy, c'est-à-dire que tout ce qui pourrait possiblement aller mal, ira mal. Et voilà. Mais je pense que c'est peut-être notre dernière correction technique avant de pouvoir y aller. Bon, ça y est. Bon, vous voyez mes mains? Vous voyez le foie? Alors, c'est parfait. Allons-y. Bon. Ici, c'est un modèle virtuel d'un foie, modélisé sur le foie d'un patient, concrètement. Imaginez que le patient est face à nous. Alors, ici, c'est leur côté droit, ici, leur côté gauche. Alors, c'est à l'envers de notre position à nous. Donc, le foie se trouve à droite. Ici, c'est la partie, bon, c'est l'organe triangulaire qui se trouve là. Et ici, à droite, on voit l'estomac, et ensuite le petit intestin et le gros intestin. Je vais enlever certaines structures anatomiques pour qu'on puisse se concentrer sur certains aspects dans un premier temps. Alors voici, on peut examiner le foie. Si vous le regardez, bon, une vue d'en dessous comme ça, vous voyez des vaisseaux sanguins qui pénètrent le foie ici. Aussi, on peut examiner la partie supérieure avec une structure bleue là. Ça, ce sont des veines qui extraient le sang du foie. Alors, c'est un petit peu difficile à voir, alors on va le transformer on va se donner un foie transparent, quoi. Pour voir à quoi ça ressemble à l'intérieur d'un foie, vous voyez tous les vaisseaux qui se sont... Bon, il y a les artères, la veine de portail, en vert, c'est les canaux biliaires, il y a des veines hépatiques en bleu, et on va parcourir tout ça étape par étape, élément par élément. On va commencer par les artères. Les artères, bon, transportent le sang vers divers organes, et ça part de ici, là. Ça, c'est l'aorte. C'est la plus grande artère du corps humain. Et ici, on voit des petites branches ici qui pénètrent le foie. Ça, c'est l'artère hépatique qui apporte du sang riche en oxygène pour que ça puisse faire toutes les bonnes choses que ça fait, pour que le foie fonctionne correctement. Aussi, le foie est unique parce qu'il y a un second système d'approvisionnement sanguin qu'on appelle le portail, portal en anglais. Ici, il y a un lien entre l'intestin et le foie, et une de ces connexions, c'est la veine portail en mauve. Et les nutriments, par exemple,
partent de l'intestin, ça va vers le foie et ça se retrouve dans les plus petites branches. Et le foie décide de qu'est-ce qu'il va en faire de ces nutriments. Est-ce qu'on les stocke? Est-ce qu'on les utilise tout de suite? Alors c'est cette espèce d'autoroute mauve là, qui amène là, ces nutriments. Mais il faut que le sang ressorte du foie à un moment donné. Et c'est pour ça que le système de la veine hépatique, vu du haut comme ça, on peut voir des branches très distinctes. Ici à gauche, il y en a une centrale et il y en a une à droite. Donc ça, ce sont les branches principales de la veine hépatique. Et ce que ça fait, c'est que tout le sang qui est entré dans le foie, ça ramène tout ça, ça évacue tout ça vers la veine principale, cette colonne bleue, là, si on veut, et ça retourne dans le système sanguin, ça va vers le cœur, et le cycle se refait à nouveau. Donc, ça vous donne une idée du cheminement du sang dans le foie. Mais aujourd'hui, on est là pour parler des canaux, des voies biliaires. Bon, les voies biliaires, c'est une configuration assez normale là, dans le foie. Le foie crée des produits de la bile et ça part des plus petits canaux, si on veut, vers des canaux un peu plus gros. Et à un moment donné, ici, ça peut aller soit vers ce ballon qui s'appelle la rate, ou ça peut sortir par ce gros tube ici. Ça, on appelle ça le canal commun, canal biliaire commun, et ça aide à la digestion, ça va vers le système digestif. Et ce qu'on voit chez les patients qui ont la cholangite, ça ressemble à ceci. Remarquez ici, dans les conduites, ici, dans les canaux, on va rapprocher ça un peu pour voir, voyez-vous, où il y a les deux flèches. On voit que le canal ici est très restreint, là. Alors, le flux de bile se fait mal, et juste à côté, voyez-vous la flèche bleue, il y a comme une dilatation, il y a un ballonnement à côté. Donc, il y a une alternance de ballonnement, de gonflement et de restriction, comme ça. Alors, c'est pour ça que ça ressemble un petit peu à des fèves dans une cosse. Et ça, ici et ici, ça peut se produire au sein du foie. Mais aussi, on peut le voir des fois avec les parties plus importantes, de plus grand diamètre là, de ces conduites-là. Par exemple, dans le canal conjoint, on voit ici encore une fois des dilatations et des pincements comme ça. Excusez-moi si je vais très très vite là-dessus. Mais juste à côté de la boutique de cadeaux, j'ai deux fauteuils, et on pourra en parler davantage avec le matériel que je porte en ce moment, le matériel de réalité virtuelle. Vous pourrez en faire l'expérience tout à l'heure. Bon, alors je vais présenter maintenant la docteure Amanda Rashuta, qui est gastro-entérologue dans la division des pathologies de gastro-entérologie à l'hôpital for Sick Children, Sick Kids. Elle travaille en maladies inflammatoires de l'intestin et aussi la cholangite sclérosante primitive. Elle est professeure adjointe aussi en pédiatrie à l'Université de Toronto. Merci. Merci beaucoup de cette aimable présentation. Je suis heureuse d'être ici avec vous ce matin suite à ces deux présentations. Le foie en vue virtuelle, ça a été vraiment super intéressant. Aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler des études en cholangite sclérosante chez les enfants. C'est un sujet très large. On va examiner seulement un aspect. Mais je me suis dit, on devrait prendre un recul un peu pour parler des niveaux de données probantes et de conception des études, si bien que quand vous voyez une publication d'une étude, vous pourrez mieux évaluer la rigueur et
décider si c'est crédible. Parce que c'est pas toutes les études qui ont la même valeur et surtout la meilleure valeur probante. Surtout en recherche pédiatrique sur une maladie rare où c'est difficile d'avoir un échantillon, une cohorte assez importante. Ensuite, on va parler du consortium pédiatrique, qui est une étude de cohorte rétrospective internationale. Comme je l'ai dit, ce ne sont pas toutes les données probantes qui ont la même valeur. Ici, c'est une pyramide qui résume les niveaux de preuve lorsqu'il s'agit de recherche sur des interventions thérapeutiques. Au haut de la pyramide, nous avons les essais randomisés avec contrôle. Et en haut, ce sont des analyses systématiques, des méta-analyses de ces essais cliniques contrôlés. On peut analyser toute la littérature pour arriver à une idée de la valeur de telle ou telle intervention. Pourquoi est-ce que les essais randomisés contrôlés sont considérés comme la meilleure façon de concevoir des essais cliniques? C'est parce que ça minimise le biais. On veut minimiser les biais pour pas avoir de l'information faussée. Au haut de la pyramide, il y a moins de risques de biais et lorsqu'on descend dans la pyramide, il y a plus de chances de biais. Le biais, ça peut être une erreur ou une déviation systématique. Quand on engage une étude, on veut détecter l'effet réel d'une intervention, mais un biais, c'est quelque chose qui fait dérailler et qui fait en sorte qu'on s'éloigne de cet effet. Ici, ce sont les niveaux de preuve comparables à la pyramide que je viens de montrer. La première étape, ce serait des analyses systématiques de bons essais cliniques. Bon, un RCT, comme on dit en anglais, bon, dans un essai clinique de ce type, les patients, la moitié des patients vont recevoir un placebo, donc aucun traitement, et ils peuvent pas savoir s'il y a une différence, à savoir s'ils sont dans le traitement ou pas, et la moitié de la cohorte reçoit le vrai traitement. Des fois, il y a des facteurs qui font que le groupe traité et non traité peuvent se ressembler. Et les résultats différents peuvent être attribués au traitement et non pas dans des différences inhérentes au groupe. Donc, même si les RCT, c'est la référence, la norme d'art, si on veut, mais ça ne veut pas dire que toutes ces études-là sont crédibles. Il y a d'autres facteurs qui doivent être considérés. Je les ai pas toutes nommées ici, mais j'ai essayé d'en nommer celles qui semblent les plus pertinentes en matière de CSP. Alors, quel résultat final a été visé? Est-ce qu'il est important, ce résultat? Il faudrait, par exemple, étudier le développement du cancer ou une progression vers le besoin d'une greffe, mais c'est difficile de mesurer ces choses-là, même si elles sont très importantes. C'est difficile d'avoir une étude assez longue pour vraiment que ça soit valable. Donc, souvent, ces études, bon, ce qui va arriver, c'est que le premier résultat, ça va être un changement dans les enzymes du foie. Et c'est probablement lié à des résultats définitifs, mais on n'a pas vraiment prouvé qu'une amélioration dans ces aspects-là sont associés à une amélioration là, des symptômes ou des facteurs de la maladie qui sont vraiment importants. Et on utilise des résultats, des objectifs de substituts. Bien sûr, la quantité de personnes qui sont testées aussi, qui font partie de la recherche, ça a un effet. Les patients inclus dans l'étude aussi, est-ce qu'ils ressemblent à moi, par exemple, si je suis un patient CSP? Et aussi, les essais randomisés sont stricts, ils excluent certains patients. Peut-être que si vous êtes patient, il y a des caractéristiques qui vont faire que vous serez exclu d'un essai clinique randomisé. Et ça peut être confondant. Et c'est important le concept de ce qui est confondant. Si, par exemple, on veut étudier l'association entre l'exposition au café et le cancer, si on trouve que les gens qui boivent plus de café sont plus enclins à développer le cancer, on pourrait se dire, ah oui, c'est un facteur de risque pour le cancer, le café. Mais si les gens qui buvaient tout ce café étaient aussi plus enclins à être des fumeurs, on sait qu'il y a une association très nette entre le tabagisme et le cancer. Donc ici, ce qui vient troubler les résultats, c'est le tabagisme.
Alors, on pourrait peut-être penser que le café, c'est un facteur de risque pour le cancer, mais en réalité, c'est la boucane. La raison qui fait que les essais cliniques randomisés, c'est la seule conception d'études de recherche qui compte des facteurs confondants et non confondants. Il peut y avoir des facteurs qui vont faire en sorte de troubler, créer des résultats confondants. Les RCT, c'est la seule étude qui peuvent les en tenir compte. Mais c'est difficile parce que pour une maladie comme la cholangite, c'est difficile de réunir un assez grand nombre de personnes et de faire l'étude sur une période assez longue. Et comme je l'ai dit, on a tendance à être forcé à utiliser des résultats substituts pour des raisons pratiques. Il y a une bonne partie de la recherche, surtout en cholangite primitive chez les jeunes, ce sont des études de cohorte ou des études d'observation. Le prochain niveau de preuve, c'est le niveau 3, donc non randomisé, donc des études d'observation, des études de cohorte non randomisées et contrôlées. Mais ça veut dire qu'il y a un groupe contre lequel on peut faire des comparaisons. On compare un groupe traité à un groupe non traité. Et c'est important parce que si on n'a pas un groupe non traité et on observe des changements au sein d'un groupe traité seul, c'est impossible de dire si ces changements sont redevables au traitement ou peut-être que ces changements auraient eu tout simplement lieu avec le temps qui passe. On sait que le CSP, bon, il y a des enzymes du foie qui fluctuent avec le temps, donc c'est important d'avoir un groupe de comparaison. Mais on n'a pas de randomisation pour contrer les éléments qui peuvent être confondants, mais il peut y avoir la progression, un score de propension, ainsi de suite. On peut contrôler, compenser pour les éléments confondants qu'on connaît, mais pas ceux qu'on connaît pas. Avec les études de cohorte aussi, il y a des études prospectives et rétrospectives. Les études prospectives sont plus coûteuses, plus complexes à mettre en place. Et rétrospectives, c'est plus facile à gérer, à réaliser, mais il y a plus de chances d'avoir de biais. En rétrospective, on voit ce qui s'est déjà passé et on dépend complètement de données qui ont déjà été recueillies, des dossiers médicaux ou des données administratives. On peut, par exemple, prendre les patients au Sick Kids à Toronto. Voyons les enfants qui ont reçu tel traitement, ceux qui ne l'ont pas reçu. On essaie de prendre l'information du dossier médical et on mesure les résultats tels qu'on les trouve dans le dossier. Mais ça dépend de quelles données ont été colligées, ont été recueillies. S'il manque des informations, il faut qu'on devine un peu. Et il y a aussi souvent des données qui manquent en matière d'études rétrospectives. Une étude prospective, on étude quelque chose à venir. Ça ne s'est pas produit encore. On suit les patients en direct, en continu. On peut poser des questions pour mieux répondre, mieux cerner l'information nécessaire pour répondre à la question qu'on se pose dans cette étude. Et tout au bas de la pyramide des données probantes, toute description d'un groupe où il n'y a aucun groupe témoin, aucun groupe contrôle, comme on dit, il parle tout simplement d'un groupe qui a reçu un traitement X sans groupe de comparaison, ou lorsqu'on prend des patients individuels et leur expérience, ou des avis d'experts, mais qui sont pas fondés nécessairement par des études scientifiques. Ça nous donne une idée des études dont je vais vous parler. Pour ce qui est du consortium de cholangite sclérosante primitive, c'est une organisation internationale. Ça comprend presque 1400 enfants partout au monde qui vivent avec la cholangite. C'est une conception rétrospective. Alors bon, n'oubliez pas les limites des études rétrospectives, mais sinon ça serait rien, parce qu'on peut pas suivre 1400 jeunes en temps réel et en direct dans le temps. Et ça c'est généré par une description définitive de l'historique naturel de la CSP. Dans cette étude, ça comprenait 800 enfants et
14% ont nécessité une greffe, 88% n'ont pas nécessité une greffe après 5 ans. Je voulais vous parler de l'indice ou l'index SCOPE. C'est un pronostic pour prédire les résultats en CSP pédiatrique. Et c'est important parce que c'est le seul tel outil qui a été développé pour une population pédiatrique. On voulait définir la survie avec le foie d'origine, donc sans devoir prendre une greffe. Bon, on mesurait la bilirubine totale, l'albumine, une protéine dans le sang produit par le foie, les plaquettes qui peuvent baisser avec la sclérose du foie, la GGT, pour voir s'il y a des cicatrisations, des lésions. Les patients sont catégorisés en 3 groupes de risque, faible, moyen, élevé, en jaune. C'est la probabilité du besoin d'une greffe dans les 5 ans à venir. Et cette probabilité augmente seulement dans le groupe à haut risque. Et, bon, la performance de l'étude SCOPE dépasse toutes les autres études que nous avons faites auparavant auprès des adultes. C'est un sujet d'actualité, la MICI, dans le monde de la CSP. Avant le consortium, il y avait des rapports encourageants pour évaluer la valeur de la vancomycine pour traiter la choléite associée à la CSP. Mais la preuve, les données probantes n'étaient pas nécessairement très complètes et convaincantes. Donc, on a ce registre de 1400 enfants pour voir si on peut améliorer la choléite avec la vancomycine. Et nous avons créé une cohorte appariée de 70 enfants qui ont reçu la vancomycine et un autre groupe de comparaison. Et c'était la plus grande étude qui évaluait la valeur de la vancomycine. Et sans ajustement, les patients qui recevaient la vancomycine avaient 65% de chances d'être en rémission pour la MICI. Mais les patients, peut-être, qui ont pris de la vancomycine, peut-être que leur inflammation de l'intestin était plus sérieuse ou pas. Ils ont peut-être reçu d'autres traitements aussi avec la vancomycine. Mais tout de même, on a essayé d'ajuster pour ces facteurs et on a vu que les avantages de la vancomycine étaient positifs finalement. Et il y avait plus de chances de rémission comparé aux patients non traités. On a vu aussi des effets similaires, la taille d'effets similaires chez les patients qui souffrent de Crohn, la maladie de Crohn. Et on a vu aussi des avantages pour, en termes d'un marqueur inflammatoire dans le sang comme le CRP. Mais il faut quand même savoir que c'est pas un essai clinique randomisé là, parfait. Pour ce qui est de la vancomycine, pour l'instant, c'est pas très très clair, c'est pas absolument concluant. Il n'y a pas de preuves de première catégorie pour soutenir son usage de la vancomycine, mais quand même, les indicateurs sont encourageants. Pour ce qui est de la cholangite, la recommandation de la part du groupe pédiatrique, c'est qu'on peut y songer pour traiter la cholangite. Il n'y a pas assez de preuves pour encourager son usage, mais il n'y a rien qui dit que ce ne sera pas un bon ajout, un bon médicament à utiliser aussi. Vous savez que les choses changent en ce moment. On s'éloigne d'une approche généralisée pour traiter les patients. On individualise les soins et on reconnaît que tous les partenaires sont uniques dans leurs déterminants sociaux, et ainsi de suite. Et même si un traitement n'est pas efficace dans une étude randomisée, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas bénéfique pour un sous-groupe particulier. Et on n'a pas étudié tellement ces interventions, mais on espère qu'avec la médecine précision, on pourra améliorer la situation. Ici, c'est pas mal intéressant parce que, contrairement à l'étude de registre que j'ai mentionnée, c'est une étude prospective. C'est du groupe des enfants, le Childhood Liver Disease Research Network, qui regroupe 10 sites au Canada et aux États-Unis.
centré sur différentes maladies du foie dans l'enfance. Il y a différents buts. On veut définir les différents types de phénotypes de CLC, comme par exemple celle qui recoupe une hépatite, un MIS-C, puis on veut également créer une biobanque pour pouvoir avoir des études plus précises qui nous permettront d'avoir une vision plus granulaire de la maladie. Je mentionnerai que l'étude A-Link de Cincinnati, c'est une approche d'amélioration de la qualité avec une dimension prospective. Alors, on peut trouver plus d'informations là-dessus en ligne parce que je manque de temps. Alors voilà ce que je devais présenter. Merci pour votre attention dans le temps pour une période de questions et réponses. Bon, et si tout le monde se prépare pour les questions, ce que j'aimerais dire, c'est que comme nous avons commencé un petit peu tard, je m'en excuse, mais la période de questions durera jusqu'à 11h10. Si vous avez besoin d'une pause un peu plus longue, n'hésitez pas à vous lever. Si vous avez utilisé les toilettes, elles sont en haut. Et commençons avec notre période de questions virtuelles. Est-ce qu'il y a des questions? Non, il y a des questions du public pour commencer. Levez votre main. J'appellerai le conférencier. N'hésitez pas. Des questions pendant que vous réfléchissez et pendant qu'on pose des questions sur Slido. Moi, j'en ai une question. Docteur Ichuto, pour les études sur les enfants, si quelqu'un habite dans une région rurale, on sait la possibilité de participer à cette étude. Si une personne peut se rendre au site d'études régulièrement pour répondre aux exigences de l'étude, oui, il pourrait. Je peux creuser davantage la question. Je ne peux pas le confirmer définitivement, mais je crois que c'est le cas. Il faut simplement que le patient puisse se rendre à l'hôpital en question. Merci. Bon, Slido n'est pas encore affiché. Quelqu'un d'autre a une question pour l'instant? Le docteur Hirschfeld. Il y avait une diapo avec des faits sur la particule de la cholangite. On faisait référence aux facteurs environnementaux qui pourraient avoir un certain lien. Très bonne question. Si on recule un peu, chaque maladie est une combinaison de gènes et d'environnement. Le CSP n'est pas différent. J'entends par cela qu'on est tous différents, on fait tous face à différentes choses, et lorsqu'ils entrent en collision, la réaction de votre corps, que ce soit par exemple aux bactéries dans votre intestin ou pour, bon, pour le SCP MIFI, il y a une signature particulière, mais c'est autour du système immunitaire, c'est simplement un petit contributeur. On suppose que des choses dans l'environnement, par exemple, peuvent déclencher quelque chose. C'est qu'on ne sait pas si ces choses, c'est l'environnement des intestins qui peut déclencher une colite qui change votre microbiote ou quelque chose dans le foie, quelque chose que votre foie excrète. Lorsqu'on regarde CSP ici à travers l'Ontario et d'autres gens ont fait des études au Royaume-Uni et ailleurs, il semble qu'il y a des différences selon où les gens habitent. Il y a un petit biais si on est plus rural, un petit biais en fonction des statuts socio-économiques. Par ça, le SCP passait sur les patients les plus gentils, les plus sympas. Mais lorsqu'on regarde cela sociologiquement, ils ont généralement un peu plus d'argent que certains de nos autres patients. Il tente d'y avoir, par exemple, pour les CSP, par exemple, il semble y avoir un effet socio-économique, alors qu'il n'y en a pas pour d'autres. Et puis, cela peut suggérer que le régime alimentaire, ou ce à quoi ils sont exposés, le fait qu'ils, par exemple, ils vivent loin des sites toxiques, pourrait jouer un rôle. On ne sait pas exactement quel est le rôle exact de l'environnement, mais plusieurs données semblent suggérer que c'est pertinent. Et il s'agit de toutes sortes de choses dans l'environnement. Et ça peut être différentes choses pour différentes personnes. C'est pourquoi c'est tellement difficile de savoir. Mais quand on a trois choses, des gènes subtils, le gène subtil peut être de malchance, puis va entrer en collision.
À ce moment-là, chez un individu, ils ont une inflammation. Et pour quelque raison que ce soit, oh, ce n'est- c'est plus difficile d'arrêter l'inflammation. Il y a le début, mais le pédale, mais le frein semble moins efficace pour nos patients avec le CSP. Parce qu'en fait, que je vous l'ai dit, le foie est très tolérant. Il fait tout ce qui est possible pour combattre l'inflammation, pardon, et pour empêcher la cicatrisation. Ce sont ces trois choses. C'est une réponse très longue pour vous dire, on ne sait pas. Merci. Peut-être un ou vous deux, vous pouvez nous dire à quel âge proposez-vous un transitoire vers des soins pédiatriques aux soins adultes, lesquelles activités devraient être incluses? Très bonne question. La transition pour une condition où le foie et les testis sont impliqués, c'est encore plus difficile. Euh, il n'y a pas vraiment d'âge particulier, mais on va essayer de ne pas parler de transition en disant, ah, vous allez à votre anniversaire dans 2 mois, là, il faut trouver une solution. Non, c'est graduel. On suit nos enfants, on veut leur donner une plus grande indépendance, on veut qu'ils vivent avec leur maladie confortablement, je leur demande de prendre des vacances et de gérer leur vie. En ce qui concerne nos collègues adultes, on aimerait initier la transition assez rapidement. On aimerait qu'ils soient bien informés pour que lorsque la personne aura 18 ans, tout sera en place. Euh, on essaie aussi dans certains cas d'avoir, les enfants TGH, on essaie d'avoir au moins des visites conjointes avec le fournisseur des soins pathologiques, non pour que ce soit plus facile et moins anxiogène lorsqu'on fera la transition. Présentement, parlant de CR, il y a des méthodes qui utilisent les moyens d'assumer la transition dans le monde du Messie. On a un navigateur de couleurs, une personne, une infirmière, un travailleur social qui vous êtes assigné à vous en tant que patient pour savoir que vous aurez les bonnes informations pour faire une bonne transition. On a un module d'éducation sur la théorie de la maladie. Et ça pourrait s'appliquer également au SCP MISI. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui. J'ai deux questions. Premièrement, le dépistage. À quel âge, à quel moment devrait-on commencer à dépister? Deux, c'est culturel. Est-ce que le ton de la peau, par exemple, jouerait un rôle? Le contexte culturel joue un rôle? Dites-lui ce que vous faites à l'hôpital pour les enfants malades. Bon, le dépistage, c'est très difficile en pédiatrie parce que ces événements sont tellement rares. Le cancer, puis le l'angine sont extrêmement rares dans la population pédiatrique. Lorsqu'il s'agit de choses comme le cancer des conduits ou du conseil du sang, la recommandation, c'est de ne pas faire de dépistage particulier. Maintenant, on fait de l'imagerie régulière avec l'IRM et les ultrasons une fois par année pour voir la progression du CSP en général et, euh, et pour les carcinomes aussi. Il y a aussi des marqueurs de sang, CA19. C'est probablement pas très utile dans le groupe d'âge pédiatrique. On le fait davantage pour des raisons de recherche qu'autre chose. Et du côté du cancer du côlon, c'est difficile. Il y a des lignes directrices plus précises qui viennent, y compris les lignes directrices pédiatriques que j'ai mentionnées plus tôt. Alors, tout le monde est d'accord qu'à moins de 12 ans, le risque de cancer du côlon est tellement rare et que ce ne serait pas justifié de faire un dépistage régulier à chaque année avec une colonoscopie, à moins qu'il y ait des facteurs de risque plus additionnels. Par exemple, avoir eu une colite pendant longtemps. Donc, vous avez 13 ans, et on a été diagnostiqué avec une colite il y a 10 ans, on va commencer à avoir un dépistage régulier. S'il y a un membre de la famille qui a eu le cancer du côlon, qui a moins de 50 ans, ou si vous avez eu, par exemple, un mycée difficile à gérer pendant un bout de temps, ce sont tous des indicateurs d'une
le dépistage pour le cancer du côlon. Lorsqu'on arrive à peu près à l'adolescence, à la mi-adolescence, on croit qu'on devrait appliquer les méthodes de dépistage des adultes parce qu'un jeune de 15 ans n'est pas très différent d'un jeune de 18 ans et ça aide les gens à vivre avec ce qui va se passer du côté adulte avec une colonoscopie annuelle. C'est un peu semblant dans notre cas. Une fois qu'on fait la transition vers les services adultes en moyenne, si vous avez un Messi, vous aurez probablement une colonoscopie une fois tous les 1 ans. Pour l'imagerie, on fait certaines formes d'imagerie, généralement une IRM, une fois par année, tout en reconnaissant que ce n'est pas parfait, mais heureusement, la bonne nouvelle est rare. C'est l'exception en général. L'exception plutôt que la règle. Ce qu'on fait donc, c'est qu'on parle aux patients, et s'ils ont plus de 18 ans, on écoute leur opinion pour savoir ce qui fonctionne avec eux. Donc, il n'y a pas de solution toute faite d'avance. Maintenant, pour est-ce qu'il y a des antécédents d'héritage? Il y a différentes quant à la façon dont le CSP se présente à travers le monde. Ça veut dire le CSP au Japon, ce qui est très, très rare. Les patients japonais n'ont pas, par exemple, le domicile. C'est beaucoup plus rare dans ce cas-là. Si vous allez en Europe, il y a une différence entre le nord et le sud. Le CSP est plus commun dans le nord. Si on regarde l'Amérique, les Amériques, ben, il faut plus de données sur l'héritage génétique. Nos données sont un peu biaisées envers la population d'origine caucasienne parce qu'il y a probablement davantage de CSP dans ces patients. Mais il y a des données également pour les Afro-Américains et elles sont contradictoires. On ne sait pas s'il y a une histoire naturelle. C'est très difficile de démêler les écarts dans les soins de santé disponibles, l'accès à la santé, aux soins et la biologie et des choses très différentes naturellement dans le système immunitaire. En tout cas, c'est une chose qui est sur notre radar, surtout en Ontario, où on peut faire ce genre d'études. On vient d'en savoir davantage, évidemment, mais ce n'est pas une question si facile que vous la posez, parce qu'il faut vraiment devenir très sophistiqué pour comprendre ce qui est hérité, ce qui est génétique, ce qui ne l'est pas. C'est très complexe. Ben, c'est pertinent. Bien, les gènes peuvent être différents. On a tous des patrons de HLA et ils présentent ce que vous trouvez dans l'environnement. On sait que les systèmes HLA sont différents. Chacun dans cette salle a un système différent. Et c'est la façon fondamentale dont votre système immunitaire fonctionne pour réagir par rapport aux choses auxquelles il est exposé. Donc, c'est très différent. Donc, c'est le moment de prendre une pause. J'aimerais vous dire merci beaucoup. Merci beaucoup à nos 3 conférenciers et conférencières. C'est excellent. On apprécie tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup.